Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Tous les Guadeloupéens connaissent une partie de cette histoire, celle d'un empoisonnement lent de toute une population prolongée par une dérogation d'interdiction d'utilisation. Le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 sous les noms de commerciaux de Képone et Curlone, afin de lutter contre le charançon du bananier, un insecte ravageur pour ces cultures. Il est interdit depuis 1976 aux États-Unis. L'autorisation de vente en France est retirée en 1990, mais son utilisation se poursuit dans les Antilles françaises jusqu'en 1993. Des ventes illégales sont de plus en plus dénoncées après 1993. C'est une substance toxique pour l'homme, proche des hormones sexuelles. Alors, pour cette raison, le chlordécone présente des risques sur le système nerveux, la reproduction, le système hormonal et le fonctionnement de certains organes. Des études chez l'animal et chez l'homme ont pu le démontrer. En particulier, une expertise menée par l'INSERM est publiée en 2021 et conclut à l'existence d'un lien entre le chlordécone et le risque de survenue de cancer de la prostate. Plusieurs études menées sur les Antilles françaises en attestent. Il a été noté qu'une plus grande prédisposition génétique au cancer de la prostate a été constatée dans la population afro-antillaise, mais que ce risque est aggravé par l'exposition au chlordécone. Le chlordécone pourrait être également à l'origine d'effets sur la grossesse et le développement des jeunes enfants. La voie alimentaire est la principale voie d'exposition pour les populations guadeloupéennes et bien sûr martiniquaises, car ce produit toxique utilisé pendant 20 ans a entraîné une pollution des sols, de l'eau, des rivières et du milieu marin. De nombreux aliments locaux, principalement les légumes, racines, les poissons et crustacés, les œufs issus de poulaillers en particulier, peuvent être contaminés. Dans la population générale, le chlordécone a été détecté chez plus de 90% des individus dans le cadre d'une étude menée en 2013, en tout cas sur les 2 années 2013-2014. En 2021, après des études complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, mais aussi du travail, a recommandé d'abaisser le seuil considéré comme toxique. Pour évoquer ce scandale aux multiples aspects économiques, politiques, médicaux, agronomiques, nous avons réuni ce soir pour vous sur ce plateau plusieurs invités. Alors, il y en a que vous connaissez puisque ils font partie de ce noyau dur. Nous avons une petite érosion de notre noyau dur puisque nous n'avons pas ce soir Raymond Otto et Harry Ancelade, mais ils seront présents pour les prochaines émissions. Alors, tout d'abord, honneur aux dames, Evita Chevry, que vous connaissez bien, qui est avocate. À ses côtés, Samuel Damo, alors le Sam national pour ce noyau dur, qui est aussi avec nous, il est chef d'entreprise. Et puis, de l'autre côté du plateau, nous avons un homme que vous connaissez certainement, puisqu'il a eu à s'exprimer sur ce sujet chlordécone. Je veux parler de Philippe Verdol, qui est maître de conférences en économie, mais il est aussi président de l'association Envie Santé. Il nous dira quelques mots sur cette association tout à l'heure. Et puis, j'ai voulu mettre sur ce plateau un marin-pêcheur, mais aussi un agriculteur. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'agriculteur, mais j'ai eu un marin-pêcheur
qui s'appelle Jean-Daniel Barveau, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau, et il aura à vous dire les choses, puisque lorsqu'on parle chlordécone, on parle aussi d'agriculture et de pêche. Madame, messieurs, merci d'être avec nous et merci de pouvoir parler aux Guadeloupéens, de parler de ce sujet, je dirais, un peu particulier, mais surtout un sujet qui préoccupe tous les Guadeloupéens. Alors, nous aurons à parler aussi de cette loi chlordécone qui, à l'Assemblée nationale, a été, cette proposition de loi a été validée, reconnaissant la responsabilité de l'État. Nous en parlerons notamment avec Evita, qui est avocate, et puis avec aussi Philippe Verdol. Nous verrons un petit peu ce que dit cette loi et justement, si elle est vraiment adoptée, à quoi on peut s'attendre. Voilà, donc on va faire un petit retour rapide historique, quoique j'ai eu à avoir une introduction un petit peu longue, mais il fallait poser quand même les bases. Mais effectivement, en Guadeloupe, ça ne date pas d'hier, je dirais, cette mobilisation de certains qui se sont trouvés un petit peu seuls par moment, certains qui ont eu à prendre à bras le corps ce problème, à crier, à alerter, sans pour autant être tout de suite entendus, sans pour autant être tout de suite suivis. Ces personnes ont été jusqu'au bout de leur démarche. D'autres, quand même, il faut le dire, se sont fatigués et n'ont pas continué. Mais il y en a, et des hommes que vous aurez à citer, et des femmes que vous aurez à citer sur ce plateau, se sont mobilisés autour de la question du chlordécone. Alors, Samuel, et on va débuter un petit tour de plateau là-dessus. Samuel, alors, quand on vous dit chlordécone en Guadeloupe, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous pouvez revenir dans l'histoire? Est-ce que vous pouvez poser quelques pierres sur un cheminement qui a été réalisé depuis tantôt? Oui, alors je peux dire. Il faudrait peut-être commencer par l'historique de la problématique, comment c'est arrivé. Donc, c'est un produit chlordécone, c'est un produit qui a été fabriqué à partir des années 58. 1958, c'était quelque part pour combattre tout ce qui était invasion du charançon dans les bananeries. Donc, de 72 à 91, c'est un produit qui a été largement vendu sur le territoire national. Donc, qui a eu le temps de... Mais à l'époque, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que dès 1977, les Américains tirent la sonnette d'alarme et disent que c'est un produit qui est trop cancérigène, c'est un produit qui est mauvais pour l'homme, mauvais pour l'environnement. Donc, ils mettent un coup d'arrêt à la production de ce produit-là, ils l'interdisent sur leur territoire. Donc, mais ils le font brutalement. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aller de venue, ils décident de le faire parce qu'ils sont conscients que c'est un produit qu'il faut bannir définitivement de la circulation. Et certains disent même depuis 1976. Oui, 76, 77 oui. À peu près. Voilà. Et puis nous, en France, par contre, la France continue. 72, de 72 à 93, va décider d'autoriser ce produit-là. Donc vous avez deux produits qui sont le Kepone et le Kyolon. Donc en 72, vous avez l'autorisation du Kepone. 72, 81, vous avez l'autorisation du Kyolon. Donc les choses continuent. Et en 1990, effectivement, après quelques pressions de quelques scientifiques et tout, l'État français décide de mettre un frein et d'interdire carrément la production et la commercialisation, l'utilisation de ce produit-là. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque après 90, on arrête tout, on interdit, mais on nous fait un super cadeau dans les territoires d'outre-mer. En 92, il y a une première dérogation. En 93, une deuxième dérogation qui va faire que nous allons continuer 16 ans après les Américains à utiliser ce produit-là sur le territoire, donc à continuer comme si de rien n'était. Donc c'est de là qu'on peut parler effectivement de responsabilité de l'État. Et puis, on aurait pu penser que tout s'était arrêté là parce qu'on arrête en 90, on se dit que le problème est réglé. Mais ce n'est pas vrai parce que avec ces deux dérogations, en 93, donc
Le chlordécone est complètement arrêté vers septembre 93. Et après, il y a des inspecteurs qui partent sur les bananeraies. Et de 93 à 2002, on retrouve des tonnes de chlordécone, de képone et de Qulon sur le territoire, parce que vous avez des petits malins qui, ayant fait du lobby, savaient que c'est un produit qui allait disparaître. Donc, ils ont fait un stock, qui ont constitué un stock, et on retrouve plus de 12 tonnes en Guadeloupe, un peu plus de 12 tonnes, à peu près 9 tonnes en Martinique. Donc, vous imaginez bien que c'est un scandale, c'est un vrai génocide sur les populations. Et puis, il y a beaucoup de... Surtout que ce produit avait été classé cancérigène possible par l'OMS depuis 1979. Absolument. Donc, absolument. On peut s'interroger sur le fait que, bon... Il y a une volonté. Ce n'est pas une méconnaissance, il y a une vraie volonté de laisser, de faire cet acte-là pour faire plaisir aux gros planteurs. Et il faut dire aussi qu'il y a un autre paramètre, parce que en dehors du produit, l'utilisation du produit même, vous avez des personnes qui étaient presque illettrées, vous avez certaines personnes qui ne savaient pas lire et qui faisaient les mélanges, qui utilisaient le produit et qui faisaient encore d'autres dégâts. Donc on a eu plein de dégâts comme ça chez nous. Donc lorsque vous voyez ça, vous dites qu'il y a... Et lorsque vous savez que parallèlement, c'est un produit qui a une très faible solubilité, parce que c'est un produit qui reste dans les sols pendant un siècle. Donc, il est facile de faire les calculs. C'est-à-dire, si on avait commencé à lessiver les sols en 2004, on aurait eu jusqu'à 2104. Donc, je vous laisse calculer ce que ça aurait fait, ce que ça fait dans les sols. Donc, je trouve vraiment, cette affaire-là, c'est vraiment un crime contre les Guadeloupéens. Surtout qu'on dit que 90% des populations... 90 populations avec voilà, des traces de chlordécone dans le sang. Et il faut dire qu'on doit attendre 2004 pour faire un registre des cancers en Guadeloupe. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'on prend conscience, et quand on commence à faire des études, et on fait effectivement donc on peut dire des statistiques. Tous sur ce plateau, mais tout le monde, parce que tout le monde est contaminé, puisque quand il s'agit, parce que la chlordécone, c'est quoi? Ce sont les sols, ce sont les aliments, mais ce sont aussi les animaux qui sont élevés. C'est-à-dire, vous achetez par exemple une poule fermière et vous êtes content parce que normalement c'est un animal qui doit bien se porter parce qu'elle picore au sol et tout. Cet animal-là qui aurait dû normalement vous faire du bien, mais quand vous mangez ça, vous êtes malade. Donc une poule élevée au Lamentin peut vous faire du mal. À part lui, c'est pas un problème. Donc quand j'entends, il y a énormément d'aberrations sur cette problématique-là, parce que lorsque vous prenez à partir du moment où vous aviez décidé de laisser partir ce produit-là, eh bien, forcément, tous les Guadeloupéens étaient touchés. Et lorsque j'ai entendu des premières mesures dire que, bon, ça va être que les personnes, une maladie professionnelle, donc que les personnes qui étaient sur le terrain, mais tous les Guadeloupéens qui ont mangé, tous les Guadeloupéens qui ont bu, tous les Guadeloupéens qui se sont nourris tout simplement, ont consommé du chlordécone. Donc, c'était pour moi... Il y a des gens comme le docteur Belpomme à l'époque qui avait tiré la sonnette d'alarme, mais on lui avait tapé sur les doigts. Et je crois que c'était à l'époque, il y avait déjà une commission parlementaire qui était présidée par Patrick Collier, me semble, et qui avait à l'époque demandé au docteur Belpomme d'enlever ses propos et de dire que les rapports qu'il avait utilisés pour cette analyse-là étaient des rapports qui étaient faux. De guerre, là, il a été obligé de le faire. Mais là, comme l'histoire a la dent dure, hein, eh bien forcément, d'autres scientifiques, après, il y a eu d'autres études, et on a constaté que c'était un vrai crime, c'était quelque chose, c'était un produit à bannir, depuis lorsque les Américains avaient cessé de faire ça, parce qu'avant, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Mais lorsque vous protégez les bananeraies, et en même temps que vous tuez les personnes qui vont consommer la banane, enfin, ça me semble une incohérence pure, parce que vous protégez un produit, mais vous oubliez les gens qui consomment ce produit-là. Donc c'est là que je trouve que l'État, quelque part, a failli, a été prévaricateur sur ce problème-là. Aujourd'hui, il va falloir que l'État s'explique vraiment et propose des solutions qui soient... On a ce texte de loi, voilà. Et on y reviendra d'ici quelques instants. Evita. Sam a déjà donné beaucoup d'éléments, mais je voudrais toujours rappeler que le chlordécone chez nous est lié souvent à la perte d'amis, à la perte de membres de votre famille, parce que le cancer de la prostate, malheureusement, le taux d'incidence est énorme. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais soulever
et je suis contente d'ailleurs que Philippe Verdol soit à mes côtés, c'est qu'il faut bien que les gens se souviennent. Parce que je pense que ce qui fait la force d'un peuple, ce qui fait peuple en fait, c'est quand on sait reconnaître les siens. Et les grands pays savent faire ça, reconnaître les siens, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais reconnaître qu'ils ont fait cela. Et là maintenant, c'est vrai que la question du chlordécone, et j'en suis ravie, a été prise petit à petit par beaucoup au fur et à mesure. Mais j'aimerais rappeler à ceux qui ont oublié ou à ceux qui sont un peu plus jeunes et qui n'ont pas vécu ça, j'aimerais rappeler qu'au moment où la plainte est déposée en 2006, et c'est cette plainte avec justement des scientifiques comme M. Verdol et autres qui ont apporté au fur et à mesure l'information. Cette plainte-là, c'est grâce à cette plainte que nous avons cette loi aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un petit parti écologique des Verts en Guadeloupe, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait beaucoup de membres. Moi, je ne suis pas membre, donc je n'ai aucun intérêt à dire ce que je dis. Mais c'est eux qui prennent le combat et évidemment le leader de ce parti qui est Harry Durimel. Harry Durimel est avocat et qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de déclencher une plainte et il va se rapprocher très rapidement du fameux collectif que tout le monde connaît, de tous ceux qui se battent, de ce collectif d'avocats qui se battent régulièrement contre toute forme d'injustice. Et en fait, il fait cette plainte avec ce collectif d'avocats. Et j'ai le souvenir qu'il y avait, quand on faisait un meeting pour expliquer aux gens et tout, on n'était pas très nombreux. Il y avait évidemment les associations qui s'étaient constituées partie civile. Il y avait justement les scientifiques qui pouvaient, quelques scientifiques qui pouvaient nous aider. Mais ça s'est arrêté là. Ça n'intéressait personne et surtout aucun élu à l'époque. Et pourquoi ça n'intéressait personne? Parce que certainement que les gens ne voyaient pas encore les liens de causalité entre le fait de perdre un frère ou un ami et le chlordécone, ça c'est sûr. Mais surtout, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, c'est que malheureusement il y avait la peur de l'État. Et à l'époque, ça ne se faisait pas encore de déclencher une plainte en voulant faire jouer la responsabilité de l'État. Et je peux même vous dire que tous les avocats, par exemple, qui ont fait cette plainte avec Harry Durimel, ont été frappés. Et Harry Durimel lui-même, et c'est pour ça que je tiens à en parler, quand vous dites Evita frappé, ont été frappés, c'est-à-dire on a trouvé le moyen de les mettre en difficulté, comment dirais-je, de les mettre dans des situations difficiles, etc., parce qu'ils étaient dans ce combat-là. Mais pire, Harry Durimel, il a failli perdre sa robe. Donc je veux dire, on est obligé d'en parler. Parce que les gens pensent maintenant, l'État a reconnu, depuis 2000, il y a eu un jugement administratif qui a reconnu la responsabilité de l'État. L'État même, en 2018, Emmanuel Macron a annoncé, reconnaît sa part. Il dit bien sa part, c'est-à-dire pas totalement, mais sa part dans la responsabilité des préjudices, etc. Seulement, comme disait Sam, tout à fait, seulement dans le domaine évidemment professionnel. Donc, je veux dire, maintenant, on discute. C'est un échange. Mais on reconnaît que l'État a failli, a eu des négligences fautives. À l'époque, c'était pas comme ça. Durimel a failli perdre sa robe. Et s'il n'avait pas eu les confrères qui se sont vraiment battus, on voulait le mettre en examen pour l'accuser d'une infraction qui ne tenait nullement la route et qui pouvait aboutir effectivement à sa radiation. Il a été innocenté évidemment parce qu'il a été bien défendu, mais c'est pour vous dire que ce combat-là, il n'était pas gentil. Donc ça me paraît un point essentiel à dire à ceux qui ont oublié. Alors on me dira, oui, mais souvent on me dit, oui, mais en fait, est-ce que ça vaut la peine parce que les gens oublient ou ils s'en moquent ou etc. Je dis non, quand on fait les choses,
on le fait non pas pour être aimé d'un tel ou d'un tel, on le fait parce que c'est l'intérêt de son pays, même si on prend des coups. Mais c'était essentiel que je le dise. Alors, je rappelle simplement qu'effectivement, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase avant 81, quand le Kurlon arrive sur le marché, et il y a eu la phase Képone. Mais les deux avaient du chlore de la molécule. Et la phase Képone, il faut bien savoir comment ça s'est passé. C'est que c'était des autorisations provisoires. Attention, c'était des autorisations provisoires, mais pas. Au moment de Képone, excusez-moi, les avis, chaque fois, parce qu'il y a des commissions, les avis étaient rejetés. Les avis étaient rejetés, pourquoi? Parce qu'on avait testé et on s'était rendu compte qu'il y avait des conséquences de mort de rats. Alors Philippe parlera mieux que moi de toutes ces conséquences, mais la mort de rats, on se rendait compte qu'ils ne vivaient pas plus de 6 mois et ils mouraient. Alors c'était rejeté. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce? Parce qu'ils n'arrivaient pas justement à obtenir une autorisation provisoire. Parce qu'il y a une loi de 43, du 2 novembre 43, qui dit que quand vous demandez une homologation, pour pouvoir vendre, commercialiser, etc., et que vous êtes en instance de validation, eh bien, on peut vous donner une autorisation provisoire. C'est déjà très dangereux, déjà, le système. Donc, ils ont trouvé cette astuce de l'autorisation provisoire, mais, on vous dit bien, et ça me paraît important, qu'il n'y a eu aucune étude de toxicité et il n'y avait pas de demande d'homologation, donc on était en illégalité. D'accord? Donc il y a eu et puis il y a eu ce phénomène américain de l'usine d'Opel, il y a eu l'interdiction américaine, on sait que ça a eu des dégâts, ça a fait des dégâts terribles justement dans ces usines, et c'était normal que la France s'interroge. On ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas, puisque comme ils ont été obligés d'utiliser des astuces pour pouvoir justement avoir des autorisations. Donc ils savaient très bien que c'était très toxique. Et puis, effectivement, ce que vous venez de rappeler, 79, l'OMS dit attention, hein, ça me paraît tout à fait cancérigène possible. Mais le Kurlon, qui remplace à ce moment-là le Képone, apparaît en 1981 on dit encore sans présenter de dossier environnemental et sans dossier psychologique. Donc, vous voyez bien que si on a besoin de faire ça, c'est qu'on sait que c'est toxique. Et puis, évidemment, après, il y a l'autorisation officielle en 1986. Et puis, il y aura, évidemment, ce retrait qui se fera en février 90, comme vient de le dire Samuel. Et il y a, en fait, on peut dire, il y en a qui disent c'est 3 dérogations. Parce que si ça se termine en février 90, ils disent, ça repart, la dérogation le 5 juin 90, ensuite une deuxième le 3 mars 92, et ensuite le 25 de 94. Alors, on va mettre 93. Par contre, je ne serai pas plus longue pour le moment, mais j'aimerais beaucoup quand même qu'on revienne un peu sur ces fameuses dérogations qui nous permettent de comprendre, et c'est à partir de, quand on analyse ce qui s'est passé pour le chlordécone, qu'on prend, enfin, pour ceux qui croyaient encore à une vision un peu bisounours, cette analyse-là nous permet de savoir que dans notre pays, pour le moment, on n'est pas grand-chose. Et qu'il y a des puissants qui ont la capacité de faire et de défaire, et ils l'ont démontré là, et je pourrai, j'espère, vous démontrer comment ils sont puissants et comment nous, notre santé, nos problèmes d'équilibre et autres ne concernent pas vraiment l'État. Voilà. Merci Evita. Et nous marquons une courte pause et je reviens avec Philippe Verdol et puis notre monsieur marin-pêcheur qui est sur le plateau et qui a aussi des choses à nous dire. Et ça sera juste après une courte page de publicité.
Voilà, nous revenons sur ce sujet ô combien important. Nous parlons chlordécone ce soir. Et puis, bien sûr, vous qui êtes à la maison, vous aurez la possibilité de vous exprimer, de parler de votre expérience ou de nous donner votre avis sur le sujet. Et maintenant, je passe la parole à Philippe Verdol, qui, lui, en connaît un rayon, puisque Philippe Verdol, vous avez travaillé sur cela, vous avez, je vais dire, vous en avez fait à un moment donné, jusqu'à maintenant, votre dada. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association Envie Santé? On aimerait en savoir un petit peu plus. D'accord. Donc Envie Santé, c'est une association qui a été créée en 2012 à la demande de médecins guadeloupéens qui se rendaient compte de ce qui se passait en Guadeloupe, de ce qu'ils voyaient dans leur cabinet. En général, c'était des médecins libéraux et qui entendaient donc monter une association pour poursuivre en justice. Nous avons commencé... Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, donc il y avait déjà donc le scandale du chlordécone, et puis il y avait aussi le problème de l'épandage aérien. Donc, on a commencé à s'attaquer à l'épandage aérien des pesticides. 3 mois après notre formation, donc nous sommes allés au tribunal administratif. Ensuite, nous avons donc obtenu avec 2 autres associations, c'est-à-dire l'ASFA et puis Amazona. Je crois que c'est Amazona qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus. Nous avons obtenu la suspension donc de l'épandage aérien, puis nous sommes attaqués au décret même qui organisait l'épandage aérien des pesticides. Nous sommes allés en Conseil d'État et finalement Ségolène Royal, elle a donc elle a fait une loi qui interdisait à partir du 1er janvier 2015, elle a fait ça, la loi est parue en septembre 2014, donc à partir du 1er janvier 2015, l'interdiction était promulguée, interdiction de l'épandage aérien des pesticides, non seulement outre-mer, mais partout en France, donc France et tous les territoires ultramarins de la France. Donc ce sont 3 petites associations guadeloupéennes qui sont parvenues à ce premier résultat. Et puis à partir de 2017, on est revenu à la problématique du chlordécone. Donc on a fait beaucoup d'études de terrain auparavant et on a décidé de prendre à bras le corps ce dossier, de le porter sur le terrain judiciaire. Et en juillet 2018, on a déposé devant le tribunal administratif de Paris un recours, quoi. Donc on a fait un recours là pour pouvoir s'attaquer aux limites maximales de résidus qu'on considérait comme étant un empoisonnement de la population, puisque nous voulons aller, nous, vers le zéro chlordécone. Bon, l'affaire, elle est toujours en cours. Et puis, nous sommes portés partie civile aussi dans le dossier des plaintes de 2006-2007, où des associations guadeloupéennes et martiniquaises avaient été les premières à faire des démarches pour rechercher la responsabilité dans ce dossier chlordécone. Bon, et nous sommes également en appel là-dessus. Donc c'est un peu le bilan pour aller vite de cette association Envie Santé. Envie Santé, ça veut dire environnement, vie et santé. Oui, elle continue à exister. C'est pas simple parce que on se demande à quoi servent toutes les démarches de pseudo-consultation de l'État. On a participé beaucoup à la préparation du plan chlordécone 4. Il n'en est rien resté. On nous a écoutés, entendu, et puis ils n'ont rien gardé. Bon, donc... que s'est-il passé après ?
Après, bon, on a eu une démarche un peu de retrait par rapport à ce fonctionnement-là. Donc pendant 1 an et demi à peu près, on n'a pas remis les pieds. Puis finalement, la politique de la chaise vide, c'est pas la meilleure. Alors nous avons recommencé à aller avec une demande qui a été faite à l'État. Il y a un courrier que j'ai remis en janvier avec le docteur Jos Pélage, que lorsqu'il y a un comité en préfecture, un comité de pilotage sur le plan chlordécone qui est organisé en Guadeloupe, que des Martiniquais puissent le suivre en téléconférence, en visioconférence, et réciproquement, de telle sorte que les Guadeloupéens sachent ce qui se passe en Martinique et les Martiniquais sachent ce qui se passe en Guadeloupe. Parce que il y a des différences qui sont parfois importantes. Alors, je prends un exemple, hein, c'est le cas des analyses de chlordécone, des chlordéconémies, donc dépistage de chlordécone dans le corps humain. Si vous êtes en Martinique, vous êtes dans un contexte où la société civile avait exigé ces tests-là, et donc la pression avait été très forte. Avant même la Guadeloupe, la gratuité avait été acquise, l'organisation de ces dépistages avait été montée en Martinique. Et pour pouvoir obtenir un dépistage de chlordécone en Martinique, vous n'avez qu'à pousser la porte d'un laboratoire sans passer par votre médecin. Ensuite, on va vous remettre à vous les résultats et vous vous débrouillez après. Bon, et c'est pas si simple que ça derrière, parce que vous avez des médecins martiniquais qui cautionnent ça parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système de l'ARS. Et oui, c'est ça. Et donc, ils le préconisent. Et en Guadeloupe, à présent, quand vous avez besoin de faire une chlordéconémie, vous devez d'abord passer par la case médecin qui vous donne une ordonnance, puis vous allez au laboratoire, on remet les résultats au médecin, etc. Comment? Pas beaucoup. Donc, est-ce qu'ils ont l'information? Est-ce qu'ils ont l'information? Oui, ils ont l'information. Oui, alors, mais pourquoi il n'y a pas davantage de Guadeloupéens qui le font? C'est parce que une fois que le chlordécone est détecté dans votre corps, il n'y a pas actuellement de grille d'analyse des résultats qui vous permettent de mettre en corrélation telle dose avec telle pathologie possible. Parce que si jamais c'est établi, les gens pourront aller au tribunal et puis demander réparation, bon, etc., etc. Donc, il n'y a pas ça. On peut dire que le système est vicié, il est vicié. Oui. Et puis par ailleurs, des médecins martiniquais, par le biais par exemple du docteur Jos Pélage, ils ont demandé à ce que il y ait un programme de recherche sur la détoxification des gens. Ils ont demandé pour ça dans le cadre du plan Chlordécone 4 et ils ont demandé à l'État 100 000 € pour pouvoir tester les produits qui avaient été utilisés aux États-Unis. Il y a des médicaments très précis. L'État a refusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous dire que dans votre corps, vous avez telle dose de chlordécone, vous vous êtes fait dépister, très bien. On vous propose rien. On va vous envoyer éventuellement vers une diététicienne qui va vous dire de ne plus manger trop d'ignames, trop de choses, etc. Mais sur quelle base? Mais il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de critères. Alors, la chlordéconémie, elle est apparue simplement comme une démarche politique. La population était inquiète. On lui donne des analyses de chlordécone. Et ce que l'ARS indique, il y a eu des séminaires de formation pour les médecins. Et nous avons des médecins de notre association qui ont participé à ces séminaires. J'ai vu les PowerPoint qui ont été distribués. Donc, il faut bien expliquer à la population que quand on fait une analyse chlordécone, c'est une analyse pour pouvoir
pour pouvoir étudier l'état de la contamination d'une population. Ça n'a pas de sens au niveau d'un individu. Bon, alors, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas faire de relation entre Donc tel niveau... C'est une simple enquête. C'est tout, ça ne vous mène nulle part. Nulle part. Et pourtant, là, il y aura une grande campagne pour dire aux gens, bon, allez vous faire dépister. Vous vous êtes fait dépister, vous êtes rassuré ou inquiet, on va vous envoyer vers une diététicienne qui dit, mange ça, mange ça. Mais c'est tout. C'est juste ça, une diététicienne. C'est tout. Une diététicienne ou un nutritionniste. Mais il n'y a pas de programme scientifique. Il n'y en a pas. Pour vous détoxifier, ça n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est trop récent. Politiquement, ce n'est pas correct. C'est tout. C'est pas correct politiquement. C'est mon analyse. Et pourquoi c'est pas correct? Parce que ça vous permettrait ensuite d'attaquer l'État. Bon, par exemple, votre programme de détoxification, il est factice, quoi. Ça sert à rien. J'ai suivi votre programme, ça n'a rien donné. Ou bien j'ai mangé des aliments qui étaient en vente dans les endroits recommandés. Par exemple, l'État recommande d'aller acheter en supermarché. C'est contrôlé. Moi, j'étais en réunion de préfecture, c'est ça qui était dit, c'est ça qui était projeté. Aller au supermarché, mais oui, mieux. Aller au supermarché. Attendez, mais nos agriculteurs. Si vous dites, je ne mange qu'en supermarché et je suis malade, c'est que l'État m'a trompé. Je ne veux pas attaquer l'État. Donc, on élimine le problème. On ne dit rien. Vous voulez des analyses, on vous donne des analyses, mais ce sont des analyses qui ne débouchent sur rien. Parce qu'il y a un problème de traçabilité. Oui, il n'y a pas de traçabilité de toute façon. Mais dans les supermarchés, il y a une traçabilité. Et voilà. Alors, c'est ça qu'ils disent. Mais en réalité, il n'y a pas de grand contrôle qui soit organisé. En réalité, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je reviendrai avec vous parce qu'il y a cette proposition de loi, vous l'avez lue? Oui, bien sûr. On va pouvoir en discuter. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, alors, mais excusez-moi, je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Pas longtemps, donnez-moi 3 minutes. Allez-y. Et puis j'aurai bouclé. Oui, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et puis, j'ai apprécié la qualité de l'introduction. Attention, c'était bien documenté. Et la qualité des interventions précédentes, les 2 interventions précédentes, bon, vraiment, c'était intéressant. Merci Philippe Verdol. Vous aurez l'occasion de revenir alors. Oui, mais bon, alors, voilà, je voulais dire aussi que 2 personnes notamment ont indiqué que notre situation, c'est une situation qui est unique au monde. William Dab, il avait été directeur général de la santé, il avait été aussi président du comité scientifique international des 2 premiers plans chlordécone, concrètement de 2008 à 2011, puisque le plan chlordécone 2 n'est pas arrivé à échéance. Et lui, il avait démissionné aussi. Alors donc, il a dit que il a fait une carrière internationale. Et c'est la seule fois qu'il a pu voir au monde des gens obligés de cultiver leur alimentation sur sol très contaminé et ensuite ils consomment cette alimentation. Bon, il a dit il n'a vu ça nulle part ailleurs, Guadeloupe, Martinique. Bon, Luc Multinier, il a indiqué très tôt, c'était confirmé par une étude de Santé publique France, que le chlordécone, c'est le toxique le plus répandu dans les eaux et dans le sang des Antillais. Et voilà, donc idem au sang. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que la problématique du chlordécone, c'est une problématique qui est fondamentalement néocoloniale. Bon, d'ailleurs, c'est depuis que je travaille sur ça que je suis devenu anticolonialiste. Hein. Bon, voilà. Alors, l'autorisation, je travaille dessus depuis 19 ans maintenant, depuis 2005.
l'autorisation du chlordécone, elle a été paradoxale en 1972 parce que c'était une époque où la France retirait les 4 derniers pesticides organochlorés de son agriculture. Bon, aldrine, dieldrine, chlorodane et heptachlore, donc elle retirait ça parce qu'elle avait remarqué que ça polluait les sols, ça empoisonnait les gens, bon, etc., etc. Elle a décidé de supprimer et la même année, elle a autorisé le chlordécone en Guadeloupe, qui est un pesticide organochloré. Donc c'est une autorisation que certains peuvent qualifier de paradoxale. Il y a ensuite 2 régimes de limite maximale de résidus de chlordécone au sens de l'Union européenne. Il y a des tolérances pour les produits de l'agriculture tempérée. En général, c'est autour de 10 microgrammes, notamment les végétaux, 10 microgrammes par kilo de matière fraîche. Et pour les produits de l'agriculture tropicale, c'est de l'ordre de 20 microgrammes, c'est-à-dire le double. Si on prend un exemple, vous prenez 10 microgrammes, c'était le seuil de détection à l'époque. Donc, dès qu'on détectait du chlordécone dans un produit, il ne fallait pas le proposer aux Européens. Bon, si vous prenez le cas du sucre, par exemple, si jamais on détectait du chlordécone dans du sucre de betterave, puisque le chlordécone a été aussi utilisé dans plusieurs pays d'Europe. Alors, si on détectait du chlordécone dans du sucre de betterave, il ne devait pas dépasser 10 microgrammes par kilo de sucre. Bon, mais pour le sucre de canne, c'est 20 microgrammes. Donc, un Antillais qui boit son café et puis un Européen qui boit son café, ils ne sont pas protégés pareil. Ce n'est pas le même principe de précaution. Bon, d'autre part, il y a eu une prorogation des autorisations, ça a été signalé tout à l'heure, jusqu'en 1993, malgré plusieurs publications scientifiques, malgré plusieurs recommandations, malgré une recommandation de l'OMS en 1990 qui disait qu'en matière de chlordécone, aucune dose journalière n'était admissible dans la consommation humaine. Bon, mais malgré ça, la France a défini des limites maximales de résidus, l'Europe a suivi, bon, etc. J'explique pourquoi il y a eu les 2 régimes de limites maximales de résidus. C'est parce que 2 ans avant, les premières limites maximales de résidus européennes, c'était 2008. Mais 2 ans avant, en 2006, l'INRA avait fait une étude et elle avait montré qu'il y avait notamment du chlordécone dans la banane. Alors, l'INRA précisait que quand on fait des analyses ordinaires de la banane, on ne trouve pas de chlordécone. Mais elle a utilisé les 2 premières mains de bananes qui avaient poussé dans des sols très contaminés. Et là, sachant que la limite d'exportation de produits qui ont des pesticides interdits dans l'Union européenne, bon, c'était 10 microgrammes. Mais elle a trouvé dans un lot de bananes guadeloupéennes 12 microgrammes et dans un autre lot, elle a trouvé 17 microgrammes. Alors, donc les lobbies de la banane, ils ont fait pression pour couvrir tout ça avec 20. Tolérance jusqu'à 20 pour l'agriculture tropicale. Et donc, voilà, on nous a donné un permis de nous empoisonner. Et je voudrais terminer... Oui, mais bon, j'essaie de raccourcir. Oui. Après, on aura l'occasion d'y revenir, Philippe Verdon. On aura l'occasion. Oui, j'allais faire la transition avec lui. La transition avec lui. C'est qu'au début des années 2000, il y a eu des demandes qui étaient... peut-être elle aussi paradoxale des agriculteurs et des pêcheurs. C'est la pêche, la transition avec la pêche. Les agriculteurs et les pêcheurs ont demandé, chacun à sa façon, c'est pour les pêcheurs, c'est le comité régional des pêches, pour les agriculteurs, c'était plusieurs syndicats agricoles, qui disaient qu'on devait passer de tolérance 20 microgrammes à tolérance 200 microgrammes pour pouvoir, pour qu'ils puissent vendre mieux. Attendez, reprenez ça. Reprenez un petit peu. Reprenez. Allez-y, reprenez. Oui, c'est-à-dire qu'il disait qu'on devait passer d'une tolérance de 20 microgrammes
à une tolérance de 10 fois plus, 200 microgrammes. Les agriculteurs ont demandé ça? Les agriculteurs et les pêcheurs. Mais alors, par exemple, il y a une anecdote avec un agriculteur qui était... Un agriculteur... Eh bien, je donne une illustration. Un agriculteur qui était un camarade, si j'ose dire, alors, donc, qui me disait qu'il fallait que je cesse de parler de chlordécone parce que contaminés ou pas contaminés, ils ont besoin de vendre pour nourrir leur population, leur famille, pour nourrir leur famille. Attention. Et ça, c'est parce que l'État n'a rien fait quand ils étaient en détresse, n'a rien organisé. Pareil pour les pêcheurs. J'ai discuté avec un pêcheur qui était responsable, Bon, je vais pas donner, je veux pas, mais je pourrais si vous insistez. Bon, alors, eh ben, on insiste alors, pardon? On insiste. Bon, ce que je peux préciser, il était président du comité régional des pêches. Bon, il était président du comité régional des pêches. Alors, ce que lui m'a dit, non, je ne donne pas l'année. Alors, ce que lui m'a dit, c'est que on parlait de les zones d'interdiction, bon, etc., etc. Il me disait, mais les pantalons à ojah mouillés ou pépisser à dents. Bon, voilà, j'ai fait la transition. Voilà. Jean-Daniel. On part vers la pêche. Là, il a parlé d'un ancien président du comité de pêche. Mais lui, c'était un gars qui pouvait vendre son âme pour gagner du pognon. Il faut parler franchement. Et c'est pas pour ça que j'ai pas monté. J'ai monté un syndicat. C'est pour pouvoir dénoncer tous ces trucs-là, ça. Parce que pour moi, ce gars-là, ça, il a fait arnaquer les pêcheurs guadeloupéens. Parce que vous entendez le proverbe qu'il a dit. Parce que qu'on regarde un gars qui a un capital de 120 000 euros à 150 000 euros, 200 000 euros, on lui propose 30 000 euros pour arrêter le métier, ou 10 000 euros, et on dit il ne faut pas pêcher sous la zone de Capesterre. Mais entre-temps, ce monsieur, il a mis le gosier dedans pour qu'il touche de l'argent. Il a mis le gosier dedans. Mais Madame Boissy, on va faire une émission spéciale pêche et on viendra avec des dossiers et on va parler. Moi, je dis que les pêcheurs guadeloupéens se sont fait arnaquer. Et je dis tous les jours, le problème du chlordécone, c'est un faux problème. Ce business d'argent. Parce que ce qui est local n'est pas bon. Mais l'importation est bon. Moi, je le dis tous les jours. Parce que je vois les pêcheurs de Capesterre, sur toute la côte de Capesterre qui descend, ils ont dit, il ne faut pas pêcher le poisson. Mais l'État est en train de s'enrichir. Ils ont mis des bouées, une zone, soi-disant chlordécone, soi-disant. Ils ont mis des bourrées. Un gars qui met un casier là, 22 000 euros d'amende, 22 000 euros, 500 euros d'amende. Combien? 22 500 euros d'amende. Parce que le poisson ici, j'ai du chlordécone, je ne dois pas dépasser la bouée. Hors de la bouée, on peut pêcher derrière la bouée et l'autre côté, on ne peut pas pêcher. Mais ce qu'on oublie, la mer, c'est une machine à laver. Je crois du coup, chaque nouvelle année, elle peut démarrer. Ça veut dire que tout démon on va tirer dans la mer là. Alors, moi, je dis, ce problème-là, c'est un problème pour avancer l'importation. Et on est des capitalistes. Parce que le problème, le poisson qui sort au Pérou, Madagascar, ils ont des produits plus violents que le chlordécone. Ils ne sont pas dans le régime européen. Ils rentrent en Guadeloupe parce que ce poisson-là qu'on vend à 3 €, la concurrence du pêcheur. Mais notre chance qu'on a, la population guadeloupéenne a pu voir la magouille de l'État. Ils préfèrent acheter le poisson local. Parce qu'on ne peut pas acheter un poisson dans le supermarché. On va regarder aspect dans le supermarché à 3 €, il a changé coulet. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je dis, quand j'ai tout entendu là, tout ce qui est local n'est pas bon. Mais l'importation est bon. Ça veut dire qu'on détruit la pêche. Et c'est un truc qui a été fait pour détruire le métier. Parce que vous savez, il y a des pêcheurs de Capesterre, on les a proposé 30 000 € et ils ont signé une petite charte pour arrêter le métier. On les a proposé la brigade bleue. Demandez, est-ce que ça existe toujours? Ça n'existe plus. Et on les avait proposé le SMIC 1 200 € par mois pour arrêter le métier. Pour moi, c'était pour diminuer la flotte et aider l'importation. Mais je vous dis, Madame Boissy, il faudra qu'on fasse une émission spéciale pêche. Et on viendra avec des dossiers. Alors dites-moi, donc vous dites que le problème chlordécone existe de toute façon. Vous, marins pêcheurs, dans tout cela,
comment vous vous positionnez. Alors, vous dites que de toute façon, il y a le problème chlordécone, vous êtes marin-pêcheur, vous dites qu'il n'y a pas de bouée pour les poissons. Alors, non, ils ont balisé pour dire aux pêcheurs de la côte de Vieux-Fort qu'à Pestel, ils ne doivent pas pêcher. Oui. Mais ça, c'est un faux problème. Parce que si on ne peut pas prendre le poisson là, et pourquoi on boit l'eau du robinet, la canalisation est percée? On a un problème. Parce que toutes les canalisations sont percées. Et on boit l'eau du robinet, on peut faire à manger avec. Et pourquoi le poisson, on ne peut pas le pêcher? C'est pour nous détruire. Le local n'est pas bon. Et l'État s'enrichit. Est-ce que vous savez, Madame Boissé, il y a des jeunes qui ont commencé le métier. Et moi, je vous dis ça, il y a un jeune qui s'est immolé à force qu'il avait marre. Quand vous donnez à des gars qui ont perdu leur famille, ils sont entrés dans l'alcool, vous les proposez 10 000 euros pour un capital de 150 000 euros. C'est quoi ça? Avec ça, on va se reconvertir? C'est se foutre de la gueule du peuple. Mais est-ce que là, vous, marin-pêcheur, par rapport à ce problème chlordécone, vous pensez reconversion? Moi, je dis tous les jours, je fais comprendre aux pêcheurs, on vous dégoûte pour arrêter et pour ne pas indemniser les pêcheurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, indemniser, ça veut dire vous donner ce qu'il faut pour embrasser une autre activité. Moi, je vous explique. Si j'ai un capital de 150 000 euros, vous pensez avec 30 000 euros, 50 000 euros, je vais pouvoir me reconvertir? Non, je ne vais pas me reconvertir. Comment je fais pour me reconvertir? Il faut que j'ai un minimum 200 000 euros, 500 000 euros. Moi, je dis, si on me propose pas sur la table 500 000 euros, je ne vais pas arrêter mon métier. Je vais peut-être pêcher illégalement, mais je ne vais pas arrêter mon métier. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Mais si ce poisson est contaminé... Mais pourquoi il est contaminé? Le poisson qui sort du Pérou, il n'est pas contaminé. Hein? Le poisson du Pérou est contaminé aussi. Et je suis sûr que ces poissons-là, ils sont vraiment dans un sachet vraiment fermé. Il n'y a aucun test. Ce n'est pas testé. Moi, je suis sûr. Je mets la main au feu. Et je donne un défi. Allez demander à M. Carrefour. Regardez l'état des poissons dans les supermarchés. À force, ils sont dans la glace, ils sont cuits avec la glace. Alors, je ne pense pas à ça. Et parce que vous comprenez qu'un poisson à 12 euros, quand vous préférez acheter un poisson à 12 euros qui est frais, qui est éclairé, et bien qu'un poisson tourné à l'envers à 3 euros. Parce que c'est pareil pour tuer. Poisson à 3 euros, là, pareil pour tuer. Parce que si t'es bon, il va te vendre 3 euros. Mais c'est un 10 poisson là qui a éclairé là, qui a tué aussi parce que pas vrai. Pas vrai. Pour l'année, nous avons chlordécone et nous avons toujours à de l'eau en nous, à pas les tuer nous. Quand on nous a fait avec chlordécone. Mais si, parce que tout est local n'est pas bon. Quand on regarde, tout ce qui est local n'est pas bon. C'est pas normal. Moi, je dis, les pêcheurs de la côte de Cap-Estel au Vieux-Fort, tout ça, ils sont en train de souffrir. Il faut que les gars aillent plus loin pour pêcher. Le carburant est cher pour eux. Le matériel est cher. Mais je vous dis, il faut qu'on va faire une émission et on va discuter et vous allez voir. D'accord. Alors, maintenant, nous passons à une autre phase. J'ai vu des sourires par rapport à ce que Jean-Daniel nous disait. Evita souriait, Philippe souriait, Samuel souriait aussi. Donc, c'est vrai, on se rend compte que c'est une vraie problématique et qu'il y a des secteurs d'activité qui sont vraiment en danger et fortement touchés par ce problème chlordécone. Alors, maintenant, nous arrivons à cette loi, cette proposition de loi. Et je sais que vous vous êtes documenté là-dessus, vous avez lu certainement. Et lorsqu'on regarde cette proposition de loi, beaucoup disent que oui, c'est vraiment une proposition qui n'est pas suffisante, une proposition qu'il faut amender, une proposition qui ne répond pas à tout ce que les Guadeloupéens et les Martiniquais auraient souhaité. Et je vais débuter avec Samuel. Samuel, vous avez lu cette proposition de loi? Oui, on a lu. Qu'est-ce qui a retenu votre attention là-dedans? Alors, l'une des choses qui a retenu mon attention, c'est le fait d'ouvrir plus largement l'indemnisation aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, et pas seulement aux personnes qui étaient sur les plantations, parce qu'on a bien compris que forcément, il n'y a pas que les personnes. Si on est touché, 90% de la population, voire plus, est touchée, il y a des traces de présence de chlordécone dans le corps, c'est que forcément, on n'a pas besoin, prenez besoin d'être professionnel de la banane pour être touché. Donc, je peux peut-être, si vous le souhaitez, rapidement lire les quelques articles. Oui.
Oui, Hein? notamment la première partie. On peut faire ça, voilà, parce que Oui. j'essaie de vous faire ça. Oui. Donc l'article 1er, donc c'est lors de la 16e législature donc, qui a lieu en février. Donc le projet de loi, donc article 1er, la République française reconnaît sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leur population résultant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone de leur usage prolongé comme insecticide agricole. Elle s'assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur leurs effets sanitaires et environnementaux. En fait, c'était la première phrase de l'article 1er de cette proposition. Voilà. Elle s'engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d'exposition au chlordécone en priorité pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l'alimentation. Elle s'assigne également pour objectif l'évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l'ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation. Elle s'assigne également pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes de cette contamination, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou non de leur territoire. C'est ce fameux point-là, que j'ai retenu. Elle s'assigne pour objectif d'établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d'État. Elle s'assigne pour objectif la mise en place d'une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire national afin de mettre en avant l'existence de la chlordéconémie. Elle s'assigne également pour objectif l'amélioration de la prévention sanitaire de la population avec la mise en place d'un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de 45 ans pour la population de Guadeloupe et de Martinique. Il faut savoir que d'après les urologues, mais ça commence beaucoup plus tôt parce que vous avez de plus en plus d'hommes guadeloupéens qui, avant la quarantaine, sont déjà touchés. C'est un record national, je crois même mondial. C'est un phénomène qui est propre à nos territoires. Elle confie, alors je vous laisse comprendre tout ce que ça cause comme dégâts dans la vie d'un homme parce que c'est quelque chose de physique, certes, mais après qui vous détruit quelqu'un. À cet âge-là, c'est vraiment une maladie qui est destructrice. Elle confie l'évaluation... Excuse-moi, il y a, dans son reportage qui était passé, il y a une infirmière locale qui a indiqué que vers Vieux Habitants à peu près, on venait d'enterrer un jeune de 20 ans qui était mort de cancer de la prostate. Absolument. Vous avez des familles entières. Alors, je peux vous dire qu'il y a des urologues qui vous disent qu'il y a des familles entières qui sont décimées par le cancer de la prostate. Il y a le père, le fils, et de plus en plus jeunes. Toute la famille. Donc, ça suit. Donc, elle confie l'évaluation de l'atteinte de ses objectifs à une instance indépendante de son choix qui rend un premier rapport au gouvernement et au Parlement plus tard, à la fin de l'année 2025, puis tous les 3 ans afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre. Article 1er, donc c'est presque au plus tard, le 1er janvier 2025, le gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l'absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre, des plants de pommes de terre ou d'autres produits végétaux susceptibles d'avoir été traités par cette molécule, ainsi que les zones agricoles de l'île de la Réunion où elle peut être utilisée. Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l'introduction ou l'importation du chlordécone et de ses dérivés sur l'ensemble du territoire. Article 2. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle de 15% sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre 4 du titre 1er du livre 3 du Code des impositions sur les biens et services. Voilà. On va s'arrêter là puisqu'il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps. Donc, il faudrait qu'on avance et puis qu'on puisse prendre aussi. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est que pénaliser les articles qui sont les entreprises sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Je ne sais pas de qui on se moque. Parce qu'il faut me chercher des entreprises locales qui réalisent ce chiffre d'affaires-là. Et on sait qu'il y a des pollueurs. Hein. Il y a des pollueurs. Et ça veut dire qu'on... Voilà, qui ne sont pas payeurs, ils sont pollueurs, mais pas payeurs. Oui. Donc ça voudrait dire que même là, cette partie du texte, enfin je ne sais pas, c'est quelque chose à revoir parce qu'il n'y a pas... On peut être pollueur pour beaucoup moins un chiffre d'affaires beaucoup moins important que celui-là. Ça veut dire qu'on passe à travers... comment une loi peut-elle aussi passer à travers des mailles parce que ce sont quand même des parlementaires qui sont à table. Donc par contre, ça attire mon attention, mais pas dans le bon sens. D'accord. Evita. Sur la loi ? Oui, sur la loi. C'est une loi qui a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que
jusqu'à présent, la responsabilité de l'État n'était pas reconnue dans sa totalité, dans sa globalité, puisque c'était sa part de responsabilité ou des négligences fautives, etc. Donc, reconnaître déjà sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, etc., c'est déjà incontestablement un pas très important. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette loi. Il y a eu beaucoup d'amendements, d'ailleurs. La question qui s'est posée, c'est de savoir, est-ce que la filière banane, parce que d'ailleurs, le juge d'instruction se pose cette question, la responsabilité de la filière banane n'est pas vraiment posée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça. Est-ce que dans une affaire comme ça, qui a eu pour but d'enrichir incontestablement comment dirais-je, les grands propriétaires, etc., et surtout ceux qui ont vendu le produit, ceux qui le commercialisaient, le vendu, la question qui se pose, eux, voilà, ils s'en sortent. Et c'est vrai, non, ça fait partie d'un débat. J'ai suivi, d'ailleurs, j'ai suivi un peu les débats, au moins écrits, sur cette question. Et ça, moi, c'est vrai que ça me pose problème. Parce que, comment dirais-je, autant le juge, d'ailleurs, dit que là, les décideurs politiques, bon, il faudra aller devant la Cour de justice de la République, s'ils étaient ministres à ce moment-là. De toute façon, c'est cette responsabilité-là pose problème. Enfin, en tout cas, il y a une procédure spéciale pour eux. Par contre, je suis désolée, mais ceux qui ont demandé une dérogation, et on en vient à la question de la dérogation, je suis désolée, mais il y a un vrai problème. Vous demandez une dérogation à un ministre en sachant que le produit est parfaitement toxique et gravement toxique, et pire, ça ressort des courriers entre l'administration et le ministère, avec notamment Yves Ayotte, qui était le patron de la société La Garrigue. Il est clair, dit, bon, ben, on fait ces dérogations, est-ce que vous pensez que l'écoulement, vous aurez assez de temps pour écouler? C'est clair que c'est fait juste pour écouler. Et moi, ça me choque profondément qu'ils s'en sortent. Parce que c'est hallucinant de pouvoir dire, j'ai profité, je me suis enrichi, j'ai fait tout ça. Maintenant, il y a un tas d'afro-descendants qui meurent du cancer de la prostate, etc. Et vous dites non, mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous voulez arrêter? En fait, et il fallait, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais quand même dire un mot sur les dérogations. Et ça, je tiens ça évidemment de toutes les enquêtes qui ont été faites. C'est que Yves Ayotte va commander en août 1560 tonnes du produit Curling. Donc, le juge pense qu'il savait qu'il y aurait eu des dérogations. Ça me paraît important. Et ce qui est plus grave, d'après les enquêteurs et tous ceux qui ont à travailler cette question, on peut en déduire que sans cette commande exceptionnelle de 1560 tonnes de Curlon, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de dérogation. C'est-à-dire qu'il aurait commandé 1560 parce qu'il savait qu'il y aurait eu des dérogations. Et comme il y avait justement ce besoin d'écouler, eh bien, les dérogations s'imposaient. Vous vous rendez compte? Mais quand on découvre ça, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de limite? Et puis, il faut savoir que la première dérogation, comment on est informé de la première dérogation? Enfin, de celle à partir du mois de mars, eh bien, simplement, un courrier individuel à M. Yves Ayotte. Le ministre lui envoie un courrier individuel en lui disant, voilà, ben ça y est, c'est fait. Et il y aura un deuxième courrier un certain temps après pour dire au préfet,
informer les planteurs et tout ça que nous avons pris cette décision. Mais lui, il a droit à un courrier individuel. Donc vous voyez bien que de toute façon, on n'avait aucune chance. Nous, on n'avait aucune chance dans cette affaire. Donc moi, sincèrement, c'est la question de la responsabilité uniquement de l'État qui... Bon, on pourra de toute façon toujours continuer ce qu'il y a lieu de faire. Mais ça, effectivement, cette question est posée. Pourquoi la filière de la banane n'est pas aussi concernée par cette responsabilité, voilà, puisque c'est elle qui, qu'on le veuille ou non, l'État tire c'est son bénéfice parce qu'il s'est toujours reposé dans les sociétés d'outre-mer sur la caste, sur le lobby béquet, ça c'est clair. Mais le lobby béquet a énormément gagné sur cette question. Nous irons un petit peu plus vite puisqu'il nous faudra prendre quelques appels et puis nous pourrons cheminer ensemble et puis donner la parole aux téléspectateurs. Alors, Philippe Verdol. D'aller plus vite. Donc, déjà, bon, je pense qu'il faut attendre la forme définitive, oui, de la loi pour pouvoir... Sûr, voilà. Nous n'en sommes pas encore là. Non, mais du projet, de la proposition qui a été retenue pour l'instant, moi, ce qui me vient comme remarque, c'est que on a ciblé un amendement qui cible sur le dépistage du cancer de la prostate à partir de 45 ans. Mais je pense que les rédacteurs, ils n'ont pas bien appréhendé les particularités du chlordécone. Elles ont été données, par exemple, dans l'étude Timoun, où on montre qu'il a 4 propriétés. Il est spermatotoxique, il est neurotoxique, il est perturbateur endocrinien et il est cancérogène pour l'homme. Bon, alors ce qui veut dire qu'il y a toute une série de pathologies qui sont déjà reconnues ou d'autres qui restent encore à vérifier, hein, parce qu'il faut que l'État finance et l'État ne finance pas toujours. Donc ce sont les cancers divers, autres que le cancer de la prostate. Ce sont les perturbations, ce sont les maladies de Parkinson, Alzheimer pour le côté neurotoxique, des troubles 10, les pertes de points de QI, puisque oui, il avait été... Ça, c'est très grave. Oui. Chez les enfants. Oui. Voilà. Donc, il y avait une présentation de l'étude Simoun pour les 30 ans de l'INSERM à la médiathèque Paul Mado. Et donc, un des auteurs de l'étude Simoun avait expliqué que il y avait des pertes de QI qui avaient été observées, qui étaient de l'ordre de 10 à 20 points de QI. Perdu. Elle a dit que ça n'a pas été marqué dans l'étude. Elle a dit, c'est Sylvain Cordier. Hein? Oui, c'est énorme. Oui. Donc elle a dit que ça n'a pas été marqué. Elle était auteure. Elle a dit à la tribune, je lui ai dit, mais vous nous décrivez le profil d'enfants qui sont idiots. Et bon, elle a regardé ses chaussures. Tout le monde sur l'estrade a regardé ses chaussures. Bon, alors, donc il y a par ailleurs, des troubles de la mémoire, bon, l'endométriose, bon, etc. Perturbations hormonales, puberté précoce qui se développe en Guadeloupe, malformation, y compris de l'appareil génital masculin, diabète, etc. Et les troubles de la fertilité. Donc, on est dans une explosion de toutes sortes de pathologies et qui n'est pas limitée au cancer de la prostate. Merci. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Radio de Vérité. Gouvernement français. Gouvernement français, c'est le gouvernement le plus diabolique, le plus méchant. Et c'est pour ça que je faisais entrer en complicité abonnée à Ayotte et puis récupérer le monde. Et c'est pas un gouvernement. C'est détruire le monde. Et c'est pour ça que vous voyez le président André, et on fait les reconnaître, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Et c'est pour ça que son bonheur termine, tout
tout ce député qui n'est pas bon, c'est eux, français. Gouvernement français, c'est un gouvernement diabolique, méchant et diabolique. Monsieur. Oui. Oui, vous êtes encore là. Alors, oui, je suis là. Alors est-ce que vous avez un petit peu écouté ce qui se dit concernant ce problème chlordécone? Est-ce que... J'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu ça. Et une seconde me sens qu'ils ont pointé de la mer là, entre les capesteurs pour limiter la mer là. C'est pour envoyer les autres péchés ailleurs, mais c'est pour dire les poissons se déplacent. Parce que le regard au Brésil, pendant le Brésil, d'un côté, ces poissons-là, ça n'a pas comme un meilleur qui est loin. Parce que quand c'est avec le Brésil, il y a un trafic alors, c'est brésilien, il y a un trafic alors, il y a des produits, puis c'est l'or, puis détruit toute fleuve en Guyane, et ça va rentrer en mer là, et tous ces poissons-là, les poissons-là, il y a ces poissons-là. Alors tout ça, c'est mal charade. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Donc, on voit que ce monsieur, ben, il fait apparaître, il laisse apparaître un ras-le-bol. Et puis, vraiment, on se rend compte que cette population s'intéresse à ce problème chlordécone, mais surtout, certaines personnes ont peur, certaines personnes s'interrogent encore, d'autres se disent que bon, c'est une fatalité. Alors, nous avons encore un appel, donc nous récupérons un maximum d'appels. Et puis, Jean-Daniel, vous aurez la parole d'ici quelques instants. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir, Madame Boissy. Bonsoir, Madame. Oui. Vous dites que le chlordécone, c'est le code-barre des produits vendus en supermarché. Et ce code-barre, ça commence par 3. Tous les codes-barres commencent par 3. Et quand il y a un qui commence par 4, eh bien, il n'est pas contrôlé. Il n'est plus contrôlé. Et moi, je contrôle depuis au moins 3 ans les codes-barres. Chaque fois que j'achète quelque chose, je note le code-barre. Et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je l'écris en rouge. Donc, vous faites une étude des codes-barres, madame? Oui, je fais une étude. Et qu'est-ce que ça révèle? Eh bien, il y a des choses qui... Comme hier, j'ai acheté, mais je contrôle presque tout. J'ai acheté des Christophines, je ne me rappelle pas d'accord, 4 commissions. Et des chaussettes à Milénis. Et les 4 commissions, on m'a donné un ticket, c'est marqué tige. Et pour les chaussettes, c'est marqué tige. Pour la Christophine, c'était marqué quoi encore? J'oublie. Mais j'ai acheté un sachet d'enveloppe. C'est marqué correspondance. Je suis allée aujourd'hui pour m'expliquer, est-ce que c'est une correspondance comme le métro ou bien la correspondance, qu'est-ce que ça voulait dire? Et pour les chaussettes, c'est marqué des tiges. Tige, c'est végétal. Une tige. Pour les chaussettes, c'est pas des tiges. Alors, il faut, quand vous achetez, mesdames et messieurs, il faut contrôler vos idées. D'accord, madame. Merci à vous, madame, pour cette intervention.
Et puis, quant à nous, nous marquons une courte pause et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de notre émission. Nous parlons chlordécone, je le rappelle, et nous débuterons cette dernière partie avec un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y et baissez sur le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Très bien, monsieur. Allô? Oui, très bien, monsieur. Allez-y, exprimez-vous. Je ne vous entends pas du tout. Nous, oui. Allez-y, parlez, monsieur. Alors, est-ce qu'au niveau de la technique, on peut faire un point avec ce téléspectateur? Alors, le temps d'y arriver. Oui, Philippe Verdol, alors, est-ce que vous aviez terminé concernant cette proposition de loi? Oui, il y avait Plus ou moins un élément que je voulais indiquer aussi, c'est que on n'a pas pris en compte la durée de vie du chlordécone, la rémanence. Pour l'INRA, c'est entre 500 et 600 ans. Pour le BRGM, 700 ans, la demi-vie, c'est-à-dire la période au terme de laquelle la concentration de chlordécone dans le sol est divisée par 2. Donc, 500 ans à 600 ans pour l'INRA, 700 ans pour le BRGM. Ça veut dire qu'actuellement, les personnes qui sont concernées par le chlordécone, par exemple, dans le cadre d'une activité professionnelle, ce ne sont pas les agriculteurs qui l'ont posé au départ, qui le manipulaient jusqu'à la fin de son autorisation, mais parce qu'ils sont trop vieux, et puis la plupart sont déjà morts maintenant, mais un jeune agriculteur qui rentre dans une terre chlordéconée, elle est chlordéconée comme au premier jour, parce que la molécule n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite, elle est active encore pour des années, pour très, très, très longtemps. Ce sont les pêcheurs, vous prenez un rapport de l'ANSES de décembre 2017, qui disent que les premières victimes du chlordécone, ce sont les pêcheurs et leurs familles, parce qu'ils pêchent parfois des poissons contaminés plus que le reste de la population, et ils se nourrissent et nourrissent leur famille. Et bien entendu, ce sont tous les autres consommateurs qui peuvent être touchés par ces produits contaminés qui sont concernés. Donc c'est la population générale qui est concernée. Et on doit trouver, nous sommes au défi de trouver une alimentation locale saine. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut proposer. D'accord. Nous repartons du côté du téléphone. Ensuite, Jean-Daniel, vous aurez la parole. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Évelyne, bonsoir à tous ces gens qui ont direct d'antenne là. Bonsoir. 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 Vous savez, l'affaire pour les clones là, en couple de pêcheurs là surtout, c'est d'abord à pas mal tellement connaître nous. Mais pourquoi vous voyez en occasion de ça tous les jours, moi j'ai fait 78 ans tout à l'heure, qui fait du innocence en nous ni pollution, c'est ça pêcheur là dire. Moi, quand je mange en restaurant, certaines fois, ou sinon, poisson chat, j'en nous chat en nous, t'es bon là au pêcher. Alors, quand je mange dans un restaurant, pourquoi je mange pour pas dire, un poisson chat, impossible pour manger chat. Poisson là, pas ni goût, il pas ni pour goût, parce que vous savez, c'est poisson poché. Tout le monde a eu bon prix, mais il n'y a pas tué pêcher en Guadeloupe. Le problème à pour des clones là. Rester dans nous, tout vite, nous achetons zia, nous achetons nous achetons chilo concours. Nous pas qu'à manger toi pour madame chilo concours. Pourquoi penser à avec ça là? En 2 jours, on l'a approuvé. Tomate, c'est même vite, c'est pour ça que carotte là, pas même parler. Pendant qu'il n'y a pas pollué nous ici, moi, en fait, c'est tort aussi à ces agriculteurs là. C'est un poignet qui doit être dit, messieurs, nous pas tuer peuple pas nous. Nous pas empoisonner peuple pas nous. Nous avons que nos produits, nous ne passer par le dépôt là. Tant que nous ne pas mettre ça en place, pour nous dire qu'on a arrêté, exploiter, arrêter de chouiller le peuple là. Je ne sais pas si vous n'avez pas manger, vous n'avez pas vendre. Mais pourquoi vous n'avez pas manger là? Il y a des pas, il y a des pas à côté de nous.
vous en Guadeloupe, pour préparer un tas, vous pouvez sortir à départ, vous voyez, t'as eu bien qui est à nous. Eh bien, c'est ça nous devons être mettre. C'est pas la guerre nous devons être faire un pays là. Nous avons un pays qui a produit, qui a moyen produit. Mais là, il y a ni l'argent là, il faut respecter les contribuables, il faut respecter les ouvriers là qui ont travaillé là. En période depuis longtemps. Eh bien, on a dit notre courage. L'année qu'a couru devant nous. Et bon Dieu, merci, nous avons Canal 10 qui a permis de crier peuple nous et parler avec peuple. Bravo à ceux qui ont courage, ils ont pas venu à visage découvert, ils ont pas venu dénoncer corruption, ils ont pas venu démentir le monde qui a menti, ils ont pas dit qu'ils ont fait, mais c'est pas qu'ils n'ont pas fait grandes affaires. On a dit bonne soirée, on l'a raconté. Bonne soirée. Non, moi c'est Jacques. Moi je suis Jacques Lindor. Oui. Tu lis avec des belles hier, bien ma misère, avec hier Néon, avec hier foi nous réalisons le Canal 10. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Alors, c'est un fidèle téléspectateur, un fidèle de Canal 10. Et depuis du temps de Michel Rodriguez, c'est quelqu'un qui venait à Canal 10, qui participait, qui a toujours été proche du personnel de Canal 10. Et il nous connaît tous. Donc, merci, Jacques, pour cette intervention. Voilà donc, Jean-Daniel. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Mais ça prouve que j'ai raison. Cette loi-là, est-ce une loi qui peut déranger? Est-ce une loi qui fait avancer les choses? Comment avez-vous perçu cela? Moi, je pense plutôt... Une avancée? Vous savez, moi, je redis, on est dans une difficulté là. Nous, le corps du métier de la pêche, hein, nous sommes dans une difficulté à la mort. Moi, je le redis tous les jours, nous sommes à la mort. Est-ce que cette proposition de loi n'est pas de nature, quelque part, à vous permettre d'avancer, à vous protéger quand on parle d'indemnisation, quand on parle de tout cela? Mais si on indemnise, ce n'est pas des miettes. Mais là, pour le moment, ceux qu'ils ont donné aux pêcheurs, ce sont des miettes. Moi je dis... Si on vous a donné combien? Moi, ils ont donné aux pêcheurs 30 000 euros. 30 000 et 10 000 euros, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un gars peut faire avec ça? Tout a augmenté. Nous parlons rien que de l'Ukraine, tout a augmenté. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il peut faire avec 10 000 euros? Un bateau, c'est 52 000 euros. Minimum. Il y a certains à 60 000, 80 000 euros. Et les moteurs, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Rien. Et ce n'est pas avec 10 000 euros on peut se reconvertir. Moi, je dis que l'État va au sens des gros béquets, parce que c'est eux qui amènent, c'est eux qui gouvernent, ce sont les gros béquets. On a des pantins derrière, mais ce sont les gros béquets qui gouvernent. Et on nous détruit à petit feu. Mais le corps de métier de la pêche, il est vraiment en difficulté. Et moi, mes collègues de la côte de Cap-Esther, Bananier, Vieux-Fort, tout ça, ils sont en souffrance. Je le redis, ces gars-là, ils sont en souffrance. Parce qu'on les a mis des restrictions. Et quand on regarde, pour nous, ça n'a pas de sens. Parce que tous les jours, on boit l'eau polluée chez nous. Ça n'a pas de sens. Ce que vous êtes en train de dire, Jean-Daniel, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Non, c'est très grave pour nous. C'est très grave pour nous parce que je dis, on n'a pas le droit de pêcher le poisson là sous la côte. On n'a pas le droit de pêcher le poisson sous la côte, mais toute la tuyauterie de l'eau est percée. Ça prouve qu'il y a du chlordécone dedans aussi. Pourquoi on ne peut pas pêcher le poisson et on peut boire l'eau du robinet? On a un problème. D'accord, nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, allez-y, monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Ok, voilà. Eh bien, je dis oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je vous ai écouté depuis quelques minutes et je pense qu'il faut aller au fond des choses. Nous dénonçons, nous faisons des constats, mais la logique voudrait qu'on propose quelque chose. La Martinique, la Guadeloupe, ce que nous subissons avec le chlordécone, en fait, c'est le prolongement des conséquences du Code noir. Le droit de vie et de mort sous nos populations.
Donc, puisque nous sommes conscients de cela, je viens d'écouter le monsieur Pécheur de tout à l'heure, mais puisque nous sommes conscients de cela, mais, madame, messieurs, que faisons-nous encore, puisqu'on dit que l'esclavage et la colonisation sont des crimes? Que faisons-nous sous l'autorité à ce jour du bourreau? Je pense qu'il faut analyser les choses de façon claire et aller au fond des choses. Il faut prendre les mesures qui conviennent, c'est-à-dire mettre un terme à cette situation que nous vivons. C'est tout. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Et merci. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Alors voilà. Oui? Je vais en tout cas rajouter. Quand on a une aide, nous les pêcheurs, je regarde comment on nous couillonne encore les pêcheurs. Quand on a une aide, il faut ajouter des cotisations. On nous donne une aide. Une aide, il faut ajouter des cotisations. Qu'est-ce que l'État fait? Ils ont donné une aide chlordécone. Ils n'ont rien demandé aux pêcheurs, mais ils savent que ça paye une partie de l'URSSAF. Vous comprenez? Comment on nous couillonne très bien. Pour tout, il faut à jour. Là, comme ils récupèrent leur argent, ils n'ont rien demandé, ça paye l'URSSAF. Alors, vous comprenez? Ouais. Alors, l'intervention de tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce téléspectateur disait qu'il faut aller au fond des choses, il faut être honnête avec soi-même. Oui? Oui, alors, donc, je suis d'accord avec lui. Non, c'est une dame. C'était une dame. Je ne sais pas. Il me semble que c'est une dame. Je suis d'accord avec elle alors. Je crois que à la racine des choses, il y a le rapport colonial qui fait que on se retrouve dans cette situation. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait encore avec ce rapport de domination? Donc il faut opérer une véritable décolonisation. Alors il a demandé des propositions, je vais essayer d'en faire rapidement quelques-unes. Alors juste après cet appel, on va essayer de regrouper. Ok. D'accord? Bonsoir. Église Boissé. Oui. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau avec vous. Et en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, le marin pêcheur, et Madame Evita Chevry aussi. Pourquoi? Madame Evita Chevry a dit quelque chose qui pour moi est important. Pourquoi juste l'État? Pourquoi ceux qui ont demandé les dérogations, pourquoi on n'a pas pris en compte ces gens-là aussi? Ou est-ce que peut-être que ça sera fait après? Peut-être. Mais je pense qu'il faudrait effectivement dire que l'État a ses responsabilités, mais tous ceux qui autour ont eu des dérogations et qui savaient le problème de ce produit, qui n'était pas bon pour les êtres humains et pour la terre, quand on regarde la terre et l'eau, pourquoi ils ont eu les dérogations, ils ont gagné de l'argent en dépit de tout ce qui pourrait arriver à la population. Donc, et concernant le marin pêcheur, il a dit quelque chose qui est vrai. Moi, on parle des poissons dans l'eau de mer. Effectivement, chlordécone. Mais l'eau qui coule dans le robinet de Basse-Terre et compagnie, moi, j'aimerais savoir aussi s'il n'y a pas de chlordécone dedans. Parce que cela veut dire qu'on leur empêche de vendre leurs poissons, qui est chlordéconé, mais en même temps, la population continue à boire de l'eau chlordéconée. Est-ce qu'il y a eu des analyses par rapport à cela? D'accord? Et M. Verdol, bon courage à vous, parce que vous vous battez pour quelque chose de juste pour la population tout entière. Et continuez comme cela. Merci. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Voilà, donc, et puis nous débutons déjà un petit tour de plateau tranquillement pour que vous puissiez, en termes de... alors, madame dit en termes de solutions, mais bon, il y a cette proposition de loi sur la table. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On le verra bien, mais en termes de proposition,
Philippe Verdol. Oui, en termes de propositions, donc je vais en citer quelques-unes. Donc, je pense qu'on devrait sanctuariser le territoire par rapport aux pesticides chimiques, c'est-à-dire les interdire complètement. On pourrait aussi utiliser une double planification à court moyen terme comme on le fait jusqu'à présent, bon, des plans de l'ordre de 5 ans, mais passer une planification beaucoup plus longue parce qu'on est confronté à une pollution qui est sur plusieurs siècles. Donc il faut par exemple pouvoir s'assurer que les terres agricoles soient protégées et non pas bétonnées, bon, etc. Donc une planification sur très longtemps. Investir dans la dépollution des sols, il faudrait investir dans la traçabilité du chlordécone, zéro chlordécone dans l'alimentation, impliquer les politiques locaux par un plan local d'action. Jusqu'à présent, c'est un plan national. Tout est pratiquement décidé à Paris. Il y a des réunions ici, mais les décisions se prennent à Paris. Et bien, que les élus se mettent ensemble pour faire un plan de suivi chlordécone régulièrement. Organiser tous les 2 ans, par exemple, une conférence des peuples du monde, comme ça que j'appelle ça, parce qu'on sait qu'on n'a rien à attendre de l'État. Donc pourquoi ne pas inviter des gens qui ont des expériences comparables aux nôtres en termes de tragédie? Par exemple, vous prenez les gens de Fukushima avec la radioactivité, comment ils organisent leur vie, leur survie au Japon. Bon, ça peut donner des idées, des gens qui ont connu d'autres contaminations aussi, les inviter tous les 2 ans, une fois en Guadeloupe, une fois en Martinique. Et puis, il y a la nécessité de briser l'omerta, donc la loi du silence. C'est bien la loi du silence dans la mafia. Donc, il y a eu les mots d'ordre. Bon, balance ton port, Black Lives Matter. Bon, mais on peut dire que nous, c'est Moun, c'est-à-dire que nous avons droit aussi au respect. Et donc, il faut le faire savoir. Je donne deux exemples, je vais m'arrêter là. Oui, nous avons un téléspectateur en ligne. Allez. Oui, je vais m'arrêter là. Donc, 2 exemples. Il y a quelqu'un que je qualifie de demi-repenti qui s'est rapproché de nous. C'est quelqu'un qui avait travaillé dans une administration qui était très en lien avec le chlordécone, qui a, pendant toute sa carrière, il a vu ce qui se passait. Et 15 ans après sa retraite, ses enfants lui ont dit, mais tu vas pas bien, il faut parler, il faut dire. Donc il s'est rapproché de notre association, il a essayé de témoigner, mais demi-repenti parce qu'il ne veut pas témoigner publiquement. Bon, alors, donc ça le tue des années après. Bon. Et puis, j'ai le cas d'une autre personne qui m'a dit, bon, aujourd'hui j'ai 49 ans et je me rends compte que je n'ai rien fait. J'ai envie de faire quelque chose. Donc, il y a un moment peut-être où la conscience vous rattrape. Et puis, bon, il faut qu'on puisse dire à nos enfants, nous avons fait ça, il y avait tel problème, mais nous avons quand même fait telle chose. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Merci. Nous récupérons un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, Madame Alain Bessé. Bonsoir à l'ensemble de vos invités. Je viens d'apprendre une information que je n'étais pas au courant concernant le chlordécone. Et d'après ce que Madame Chevalier vient de révéler, et que je trouve extrêmement grave de la part même de l'État français et le rôle qu'il a joué dans cette affaire avec les métiers de notre pays, cela va encore chercher encore plus loin. Ce qui dit qu'il y a une complicité non seulement de l'État à empoisonner les Guadeloupéens avec une délibération totale. Et les conséquences, aujourd'hui, il y a un rapport qui veut sortir sur le cancer qui va toucher une grande partie de la population de Guadeloupe dans les 10 ans à venir. C'est qu'ils le savent en fait, mais nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas les moyens. Nous ne saurons pas comment y faire face, parce qu'aujourd'hui même,
les personnes qui sont touchées par le cancer n'arrivent pas à se faire traiter correctement, parce que les personnes, le personnel qui doit faire des examens sont absents. Donc on fait une partie de l'établissement qui est conseillé d'être actif constamment pour ce type d'examen qu'on fait dans le tuyau. D'autre part, je tiens à révéler une chose qui m'a touché dans tout ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il y a une prise de conscience, c'est une très bonne chose. Parce que sans la télévision d'aujourd'hui, qui est canal d'ici, des personnes comme vous qui apportent l'information des habitants, je pense qu'on continuerait à vivre et à ne pas se rendre compte de la gravité de ce qui se passe, ce qu'en Guadeloupe et ce qui est en train de se faire. Parce qu'on pourrait même considérer, appeler ça un crime. Un crime orchestré par l'État et limité dans notre pays. Il veut dire que ces personnes continuent à empoisonner, même avec des nourritures qui ne sont pas fabriquées chez nous, qu'on sait qu'ils sont du poison, on continue manifestement à empoisonner la population. Je prends un exemple sur un produit qui s'appelle le E751, qui est à l'origine même d'une maladie qui s'appelle le cœliaque, qui est cancérigène et qu'on retrouve dans quasiment toutes les alimentations que ces personnes-là font entrer dans notre pays. Et avec un taux beaucoup plus élevé. Par contre, je voudrais, parce que je ne veux pas vous donner en tête, parce qu'il y a trop à dire, encore une fois, merci pour cette émission qu'on fait qui permet d'éclairer la population. Il faudrait aussi que la population s'implique, que les associations s'impliquent sur cette situation, parce que je trouve extrêmement grave que l'État fuit sa responsabilité, ainsi que les politiques qui sont à l'origine en Guadeloupe de cette crime, parce que on est des personnes qui sont censées de nous protéger, qui sont censées de mener à bien la politique dans notre pays, on se rend compte que ces gens sont totalement irresponsables et se rendent plus. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci encore une fois de l'émission que vous faites pour la Guadeloupe. Merci. Très bonne soirée. Merci, monsieur. Excellente soirée à vous. Je n'ai pas entendu. Il a parlé d'un produit qui entraînait une maladie. Je n'ai pas entendu ni le nom du produit, ni le nom de la maladie. On a eu un petit peu de... C'est dommage. Ouais. Voilà, donc nous poursuivons notre tour de plateau avec Jean-Daniel. Jean-Daniel, alors, en termes de proposition, puisque ça a été une demande. La proposition qu'on peut faire là, moi je redis, moi je vois pas pourquoi on nous interdit de pêcher. Et les collègues, pourquoi on les interdit? Et je vois d'autres endroits ça fonctionne impeccable parce que je crois, si je ne me trompe pas, Nouvelle-Calédonie, ils ont un problème de chlordécone qui ont un taux plus élevé que nous. Ils n'ont pas ces restrictions comme nous. Ils n'ont pas les restrictions comme nous. Si je me trompe, restrictions comme nous. Si je ne me trompe pas bien. Je crois que c'est la Nouvelle-Calédonie. Non. Ah bon? Oui. Alors, moi, je dis que... Nous contrôlerons. Oui, il faut contrôler ça. Mais comme je redis, on veut nous arrêter. Parce que moi, la flotte, là, ils sont en train de la diminuer. Parce que l'Europe a dit de diminuer la flotte. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous redis, Madame Boisselet, faisait l'émission spéciale pêche et on va développer plus sur ce sujet. Je ne vais pas sortir hors du sujet. Ok. Evita. Moi, ce que je voudrais dire, les mesures, je ne suis pas, comment dirais-je, je suis pas une scientifique pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a une chose pour dépolluer, c'est vraiment, il y a des techniques de dépollution. Maintenant, je me suis toujours demandé, est-ce que nous-mêmes, dans notre savoir traditionnel, nous n'avions pas des choses? Je ne sais pas, parce que je pense peut-être que nos ancêtres avaient des plantes qui pouvaient dépolluer. Parce qu'on nous dit, bon, 500, 600, 700 ans, bon, c'est eux qui le disent.
Voilà, donc, mais ça, je laisse ça à ceux qui savent cette question-là. Moi, ce qui, comme je vous dis, hein, la question du chlordécone, c'est une question tellement douloureuse pour ce pays de Guadeloupe, qu'en fait, déjà, sur le dépistage, j'ai beaucoup apprécié ce que Philippe Verdol a dit tout à l'heure. On ne peut pas s'arrêter simplement au cancer de la prostate, et là, je suis entièrement d'accord. Il faudrait pouvoir dépister les gens et proposer ensuite quelque chose, parce que c'est simplement dépister pour dépister, ça ne sert à rien, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure. Mais dépister, si on pouvait dépister très tôt, et la question maintenant, ça c'est encore spécialistes qui peuvent le dire, savoir, parce qu'on dit que malheureusement, quand on est contaminé par le chlordécone, les effets peuvent arriver des années plus tard. Donc c'est là toute la difficulté. Donc moi je pense que il faudrait vraiment une recherche très très pointue sur cette question, et je ne pense pas qu'elle ait encore que cette recherche ait lieu. Par contre, dans cette loi, à part la question de la responsabilité dont nous venons de parler, il y a quelque chose de très important dont il faudrait aussi parler, c'est l'indemnisation. Parce qu'en fait, ce que craignent certains, c'est qu'ils disent « Ah ben oui, mais ça peut être l'indemnisation ». Bon, déjà, c'est un pas, puisqu'ils ont tenu à dire quand même, les députés, que ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'activité professionnelle, les travailleurs, ça peut être aussi celui qui a mangé, justement, beaucoup d'ignames, etc. Mais la question qui interpelle beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, c'est de savoir, est-ce que ça sera une indemnisation, on va réparer, mais de manière intégrale, ou alors, comme c'est prévu actuellement, une indemnisation forfaitaire. Intégrale, ça veut dire que ce sont tous les chefs de préjudice qui seront, comment dirais-je, indemnisés. Et en fait, les gens demandent quoi? Ils demandent simplement qu'on fasse exactement comme on fait actuellement pour l'amiante. Parce que l'amiante, l'indemnisation, contrairement à ce qui se fait pour le chlordécone, l'amiante, réparation intégrale. Je pense que déjà, une indemnisation me paraît effectivement... Comment? Sous quelle forme? À qui? Ben oui, mais l'indemnisation, c'est de l'argent. Oui. C'est de l'argent. Et l'indemnisation intégrale, c'est-à-dire qu'on répare tous les chefs de préjudice qui peuvent, c'est-à-dire vous pouvez avoir un chef de préjudice moral, un chef de préjudice physique, etc. Tandis que là, c'est un truc forfaitaire, c'est-à-dire qu'on donne voilà, de manière forfaitaire, globalement, l'indemnisation. Moi, je pense que c'est toute la population qui devrait être indemnisée. Ah ben, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous avez. Moi, effectivement, tout à l'heure, Philippe Verdol expliquait que le problème, c'est qu'on ne peut même pas dire quelle quantité on a. Donc, il y a des gens qui peuvent être considérés comme contaminés, mais qui sont moins contaminés que d'autres. Mais voilà, c'est bien qu'on est contaminé, on devrait être indemnisé, selon vous. Non, c'est-à-dire... Ben ça, je veux dire, il y a que des médecins qui peuvent nous dire, et spécialisés dans la question, parce qu'actuellement, il y a des médecins en Guadeloupe qui sont à un très haut niveau, mais qui disent, attention, ce domaine-là, je ne le possède pas encore. Donc, des médecins, c'est pour ça que je dis qu'il y a un intérêt à vraiment mettre en place une vraie recherche en finançant. C'est possible aussi qu'on finance des formations. On peut imaginer ça, qu'on finance des formations, justement, de soignants, de médecins, de scientifiques sur cette question. On a besoin de ça, puisque, effectivement, c'est une molécule qui passe son temps à ravager, mais on n'a pas vraiment encore trouvé de solution par rapport à tout ce qu'elle peut faire. Mais je dis que c'est possible. Ne me dites pas qu'en 2024, c'est pas possible qu'on puisse former les gens vraiment avec toutes les conséquences du chlordécone. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est très peu contaminé ne peut pas être réparé comme quelqu'un qui a le cancer, par exemple, de la prostate. Voilà ce que je veux dire. Samuel, et nous terminerons avec vous. Un des points, il y avait notre chimie qui
qu'il y avait une commission, une préconisation, était de demander que les agriculteurs se mettent ensemble pour pouvoir cultiver tout ça et faire pratique, aller en tous les cas préférer la culture au sol. Moi, je pense que c'est bien de demander aux jeunes agriculteurs de se mettre ensemble, mais aussi il serait bien que les terres qui leur sont mises à disposition soient vraiment analysées pour savoir s'ils ne continuent pas à contaminer d'autres personnes. Alors, qui peut payer ça? C'est forcément l'État. Parce que vous donnez de la terre à un jeune agriculteur, mais vous lui donnez une terre contaminée, ben, il va encore faire plus de dégâts. Voilà. Donc, ça devrait être normalement systématique. On vous donne l'open terre de 3 hectares, mais en tous les cas, on garantit que cette terre-là est cultivable. Ce serait déjà une première chose à faire. Et puis, les cultures au sol, je pense que ça veut dire aussi qu'il faut des serres. Oui. C'est presque 15 KE une serre. Hein? Donc, c'est qui va financer ça? Parce que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui mettent la main à la peau. C'est pour ça qu'Evita a parlé de ceux qui en ont profité aussi. C'est normal que ces pollueurs la payent. En tous les cas, je vois que notre pays est le théâtre d'énormément de scandales depuis quelques années et où l'État vraiment prévaricateur laisse faire en tous les cas. Et parfois même accompagne parce que vous avez scandale de l'eau, parce que vous avez des matières fécales qui coulent dans certains robinets en Guadeloupe, scandale des terres contaminées, scandale des fonds marins, scandale de l'élevage des animaux. Vous avez une succession de scandales. Scandale des coraux, mais scandale aussi des stations d'épuration, parce que là, ça va venir, ça va arriver là. Et voilà, donc un pays où tout dysfonctionne, il y a presque, j'ai envie de dire, presque une volonté que ce soit comme ça. Ça ne peut pas être un hasard, parce que ça fait trop d'années qu'on vit cette situation-là. Et on ne peut pas honnêtement, et c'est M. Verdol qui a parlé, parce qu'il a parlé de tout ce qui est endocrinien, toutes les perturbations. C'est vrai que c'est l'infertilité, c'est plein de choses. Donc d'autres pathologies qui accompagnent aussi les cancers, parce qu'il n'y a pas que le cancer. Et lorsque vous avez un peuple et que même la France a un plan pour pouvoir repeupler son pays, et que dans le même temps, on rend notre population infertile, il y a une vraie incohérence sur tous ces dispositifs. Voilà. Incohérence ou très grande cohérence. Ou très grande cohérence. Alors, je crois on pourrait même parler de grande cohérence parce que ça match. Donc, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on doit faire, nos politiques doivent être beaucoup plus vigilants. Il faut qu'ils soient vigilants pour voir tout ce qui se passe dans notre pays. Les associations aussi doivent l'être. Je crois beaucoup dans la société civile, les propositions de la société civile. Et même si on nous dote d'un super CHU, parce qu'on va avoir un super CHU qui va ouvrir, mais il ne faut pas que les gens oublient qu'un CHU, c'est le dernier recours. Ça ne doit pas être un lieu de vie. Lorsqu'on ne peut pas faire d'un peuple malade, on lui donne un super CHU, parce que le CHU, ça doit être un accident dans la vie. On ne vit pas dans le CHU. Donc, comme nos populations vivent très très mal, il faut d'abord apprendre aux gens à bien vivre, à bien soigner tout ça, à bien, en tous les cas, devancer un certain nombre de choses pour ne pas qu'on ait une population malade. Parce que déjà, si on va dans un pays où les jeunes risquent de ne pas rentrer, en plus que les gens de certain âge tombent malades systématiquement à cause de toutes ces maladies-là, ben on est très mal barré. Donc, il faut aujourd'hui un plan vraiment Marshall, hein, vraiment qu'on prenne conscience. Moi, à vous entendre, je ferai une émission Marshall aussi. Hein, ah oui. Parce que je prendrai les choses par l'autre bout. Dites-nous ce qui fonctionne en Guadeloupe. Je sais que la grande distribution fonctionne très bien. Parce que là, à vous entendre, quasiment tout dysfonctionne. C'est-à-dire qu'on avait un paradis. On nous a donné un paradis et on l'a abîmé. On l'a abîmé et malheureusement, nous, il y aura une vraie question à se poser. On l'abîme tous les jours. C'est terrible parce que moi, je trouve que c'est horrible. C'est un pays qui a tout, qui a la beauté, qui a la nature, qui a l'histoire en plus, enfin, je veux dire, c'est un pays à qui on a tout donné. C'est vraiment, quand je pense à la Guadeloupe, ben, j'ai un peu le cœur serré parce que je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait aussi pour protéger le pays? Est-ce que dans l'affaire du chlordécone, il y aura un jour la question de savoir pourquoi nous n'avons pas produit, comment? Oui, nous repartirons au débat. Donc, c'était un tour de plateau. Oui, on est arrivé à la fin de cette émission. Donc, oui, juste avant, donc, merci de nous suivre régulièrement. Merci pour votre fidélité. Un rappel de l'adresse mail, que les choses soient dites @gmail.com. que les choses soient dites @gmail.com.
Et puis, Philippe Verdol. Oui, alors simplement pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, un ouvrage, un de mes ouvrages qui date de mars 2020. Bon, donc il est sorti le 16 mars, là, le confinement commençait le 17, donc j'ai pas pu le présenter, bon voilà, mais il est très bien fait pour quelqu'un qui veut comprendre les différentes dimensions de cette problématique, donc je le lui recommande, le chlordécone aux Antilles françaises. Il y a 2 sous-titres, hein, politique publique de gestion de la crise et pour une décolonisation et une co-construction. Bon, donc, dans toutes les librairies en tout cas, il n'est pas chez l'Harmattan. En général, ici, mes ouvrages ne sont pas tellement présents. Bon, mais c'est normal. Ouais. Donc, il faut l'acheter à l'Harmattan. Oui, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Voilà. Merci en tout cas d'être Le chlordécone n'intéresse pas les libraires. Sur ce plateau. Merci à vous et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer cette émission. Nous poursuivrons sur notre lancée avec des thématiques qui vous intéressent et surtout qui sont traitées sans langue de bois. Excellente soirée à tous.